bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Ben Novak Sr. était bien plus qu'un simple propriétaire d'hôtel. Il incarnait le rêve américain, gravissant les échelons à force de détermination et de vision. Né en 1907 aux États-Unis, son histoire commence avec une modeste origine. Son père, Ayman, un immigrant russe du nom de Novik, avait quitté son pays natal pour bâtir une nouvelle vie en Amérique. Tailleur de profession, Ayman n'avait jamais véritablement prospéré avec sa boutique, qui peinait à générer des revenus suffisants. Cherchant un meilleur avenir, il s'est tourné vers l'industrie hôtelière de New York où il décrocha un poste de directeur. C'est là que tout a changé pour son fils aîné, Ben. Voyant une opportunité, Ayman a engagé Ben comme assistant, éveillant ainsi en lui une véritable passion pour l'hôtellerie. Cet intérêt n'a fait que croître, et rapidement, Ben s'est imposé comme une figure montante du secteur. Sa carrière a pris un tournant décisif, et à 40 ans, il était déjà un hôtelier respecté et prospère. Avec ses succès en poche, il a pris la décision de s'installer à Miami. Un choix qui marquerait le début d'une nouvelle ère dans sa vie. Il a abandonné le nom de Novik, et sous son nouveau nom, Novak, il allait bientôt devenir une légende dans l'industrie hôtelière avec son célèbre établissement, le Fontainebleau, qui dominait les rivages dorés de la Floride. Ben Sr. a traversé plusieurs relations marquantes au cours de sa vie. Il s'est marié 3 fois. Sa première épouse, Bella, a partagé sa vie pendant environ 15 ans. Leur mariage a été marqué par des difficultés à avoir des enfants. Ce n'est que lorsqu'ils ont dépassé la quarantaine qu'ils ont décidé d'adopter un garçon, Ronald. Mais, à peine 2 ans plus tard, le couple a divorcé. Bella, grâce à une stratégie habile, a hérité de leur entreprise en plein essor, un hôtel prestigieux qui était déjà enregistré à son nom durant leur mariage. Après cette séparation, Ben a tourné la page sans vraiment se soucier de Ronald. Il n'a jamais pris part à son éducation et son fils adoptif ne l'intéressait pas. Ce détachement est apparu d'autant plus surprenant lorsque l'on a découvert que Ben, alors âgé de 45 ans et toujours marié à Bella, entretenait une liaison avec Bernice Stempel, un mannequin de 30 ans. 1 an après son divorce en 1952, Ben et Bernice ont officialisé leur relation, marquant le début d'un nouveau chapitre dans sa vie tumultueuse. Et seulement 2 ans plus tard, en décembre 1954, Ben Novak Sr., alors âgé de 47 ans, a réalisé son rêve en ouvrant l'hôtel Fontainebleau à Miami. Cet établissement est rapidement devenu une référence en matière de luxe. Avec ses 500 chambres, ses 12 restaurants, une boîte de nuit sophistiquée et une piscine somptueuse, le Fontainebleau attirait l'élite. Des présidents américains, anciens et en exercice, y ont séjourné, ainsi que de nombreuses personnalités influentes. Sur la scène de cet hôtel emblématique, des légendes comme Frank Sinatra, Louis Armstrong et Elvis Presley ont enchanté le public. L'hôtel a également servi de décor à plusieurs films, renforçant encore sa renommée mondiale. En 1956, la famille Novak a accueilli un événement qu'ils attendaient avec impatience, la naissance d'un héritier. Le garçon a été nommé Ben Novak Jr., mais il était plus communément appelé Benji, un surnom affectueux qui permettait de le distinguer de son père. Pour éviter toute confusion dans notre récit, nous l'appellerons Benji afin de continuer notre histoire sans ambiguïté. Ce nouveau chapitre dans la vie de Ben Sr., à la tête d'un empire hôtelier, marquait aussi l'arrivée d'une nouvelle génération. Benji a grandi dans un cadre assez particulier. Résidant avec ses parents sur le vaste domaine de l'hôtel Fontainebleau, il a passé son enfance entouré d'adultes, dont des célébrités internationales qui fréquentaient l'établissement. La plupart du temps, des gardes de sécurité veillaient sur lui, et c'est auprès d'eux que le jeune Benji a commencé à nourrir son rêve de devenir policier. Pourtant, malgré ce cadre privilégié, Benji a grandi comme un enfant très gâté. Son comportement était souvent capricieux, et il n'hésitait pas à être cruel dans ses propos. Ses nounous répondaient à tous ses caprices, satisfaisant chacune de ses demandes sans poser de questions.
Ses parents, eux, étaient rarement présents. Ben Senior plaçait toujours ses affaires en priorité, reléguant sa famille au second plan. Quant à sa mère, Bernice, elle faisait de son mieux pour élever son fils, malgré le fait qu'elle n'avait pas eu de modèle familial à suivre, étant orpheline. Elle n'avait donc aucune référence sur la manière d'élever un enfant et jonglait comme elle pouvait entre son rôle de mère et ses responsabilités à l'hôtel. Bien qu'elle ait souvent été occupée, elle essayait tout de même de passer du temps avec Benji lorsqu'elle en avait l'occasion. Le mariage entre Ben Senior et Bernice, à l'instar du premier, a finalement pris fin par un divorce. Toutefois, cette séparation a été différente de la première. Contrairement à Bella, avec qui Ben n'a plus eu de relation après leur divorce, il est resté en bons termes avec Bernice, préservant une certaine harmonie dans leur relation, malgré la fin de leur union. Après le divorce de ses parents, Benji est resté vivre avec son père dans l'immense hôtel Fontainebleau. Malgré la séparation, la vie de Ben Senior n'a pas tardé à prendre une nouvelle tournure sentimentale. Il a rencontré une autre femme, et rapidement, un troisième mariage a eu lieu. Toutefois, ce mariage s'est révélé être le plus bref de tous. Comme ses unions précédentes, il s'est soldé par un autre divorce. Ben Senior semblait incapable de maintenir une relation conjugale durable. Cependant, ce qui a surpris beaucoup de monde, c'est que, malgré la fin de leur mariage, Ben Senior est resté très proche de sa deuxième épouse, Bernice. Même après leur divorce, ils continuaient à se voir régulièrement. Leur lien a perduré tout au long de leur vie, renforçant l'idée que leur relation, bien que compliquée, était marquée par une profonde affection mutuelle. Bernice a continué à occuper une place importante dans la vie de Ben Senior, bien au-delà de leur rupture officielle. En 1978, 24 ans après l'ouverture de l'emblématique hôtel Fontainebleau, le destin de Ben Novak Senior a pris une tournure tragique. Il a été contraint de déclarer faillite, un coup dur pour cet homme d'affaires autrefois prospère. L'hôtel qui avait marqué son ascension dans l'industrie hôtelière était désormais déficitaire et Ben n'a eu d'autre choix que de le vendre. Pourtant, malgré cette chute spectaculaire, il lui restait encore des millions sur ses comptes bancaires, préservant une partie de sa fortune. 7 ans plus tard, en 1985, Ben Novak Senior est décédé des suites d'une insuffisance cardiaque et pulmonaire à l'âge de 78 ans. Son décès a marqué la fin d'une époque et son testament a révélé la complexité de ses relations familiales. Il a légué la totalité de son héritage à sa deuxième épouse, Bernice Novak, et à son fils biologique, Ben Novak Jr. Cependant, son fils adoptif, Ronald, qui avait été adopté avec sa première épouse Bella, n'a reçu qu'un seul dollar, une décision qui reflétait clairement la distance émotionnelle entre eux. Au moment du décès de son père, Benji avait déjà 29 ans. Il avait poursuivi son rêve d'enfance de travailler dans la police, mais sa carrière dans les forces de l'ordre s'est avérée décevante. Peu à peu, il s'est éloigné de ce rêve et s'est tourné vers les affaires, cherchant à tracer sa propre voie. Selon ses proches, Benji, qui avait grandi comme un enfant gâté, était devenu un homme ambitieux et audacieux, mais aussi imprévisible. Lorsqu'il rencontrait des obstacles, il manifestait souvent une agressivité semblable à celle de son père biologique. Benji a tenté de nombreuses carrières, expérimentant des succès et des échecs tout au long de son parcours. Finalement, il a trouvé sa voie en créant une entreprise spécialisée dans l'organisation de conférences et de congrès pour d'autres sociétés. Son plus grand client, pendant de nombreuses années, a été la société Amway. Bien qu'il ait collaboré avec d'autres entreprises, la majeure partie de ses revenus provenait de cette association fructueuse avec Amway, assurant ainsi une certaine stabilité à son entreprise. En 1991, Benji s'est installé dans la ville ensoleillée de Fort Lauderdale, en Floride. À 35 ans, il avait déjà connu plusieurs relations sérieuses, mais aucune n'avait marqué sa vie autant que sa rencontre avec Narcy Abad. Pour Benji, il ne s'agissait pas simplement d'une nouvelle romance. Il savait qu'il était vraiment amoureux. Narcy, tout comme lui, était née au milieu des années 50. D'origine cubaine, elle avait grandi dans une grande famille avant de déménager aux États-Unis. Elle travaillait alors comme danseuse dans un club de nuit, un métier qui l'avait finalement menée à croiser le chemin de Benji. Narcy n'était pas seule dans sa vie. Elle était déjà mère d'une petite fille, May Abad, dont l'éducation était principalement assurée par la grand-mère. Lorsque Benji a présenté Narcy à sa mère, Bernice, cette dernière n'a pas caché son désaccord. Elle n'approuvait pas le choix de son fils, mais
En femme sage, elle a choisi de ne pas intervenir directement dans leur relation. Elle ne voulait pas risquer de se brouiller avec son fils unique, préférant garder une certaine distance et observer en silence. Malgré l'avis de sa mère, Ben et Narcy se sont mariés en 1991 et ont commencé leur vie commune. Narcy a rapidement quitté son travail de stripteaseuse pour se consacrer pleinement à son nouveau rôle. Elle a rejoint Benji dans la gestion de son entreprise, apportant son soutien dans divers projets, notamment l'écriture de leurs livres ensemble. Leur union marquait le début d'une nouvelle phase dans la vie de Benji. Après leur mariage, Benji et Narcy ont plongé dans une vie d'opulence. Ils vivaient dans un luxe sans limite, où chaque désir pouvait être satisfait sans la moindre hésitation. Des vêtements de haute couture au repas dans les restaurants les plus exclusifs, en passant par des voitures de luxe, ils pouvaient littéralement tout se permettre. Cependant, Benji ne se contentait pas de gérer son entreprise prospère. Il s'est également lancé dans une passion singulière, la collection d'objets liés à son super-héros préféré, Batman. Sa collection n'avait rien de commun, puisqu'elle était la deuxième plus grande au monde. Parmi ses trésors, on trouvait même la légendaire Batmobile de 1977, ainsi que d'autres pièces rares et précieuses. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Benji n'était pas un acheteur impulsif. Chaque acquisition était soigneusement réfléchie. Il négociait âprement chaque pièce, cherchant toujours à obtenir le meilleur prix possible. Au fil du temps, la valeur de sa collection avait atteint des sommets, étant estimée à 2 millions de dollars. Ce souci du détail et cette attitude prudente dans ses dépenses ne se limitaient pas à ses hobbies. Même dans ses affaires plus sérieuses, comme l'organisation de congrès pour de grandes entreprises, Benji cherchait à économiser sur tout. Vaisselle, nourriture, chaises, honoraires des stars invitées, tout était minutieusement étudié pour réduire les coûts au maximum. Grâce à cette prudence financière et à l'héritage laissé par son père, il avait toujours de larges sommes sur ses comptes bancaires, accumulant près de 10 millions de dollars. Sa capacité à maintenir les actifs de son père, combinée à ses choix financiers avisés, faisait de lui un homme d'affaires prospère. Cependant, Benji aimait la liberté. Il voyageait souvent pour le travail, n'étant pas particulièrement attaché à la maison. Sur le plan personnel, ni lui ni Narcy ne souhaitaient avoir d'enfants. Mais lorsque May, la fille de Narcy, est devenue adulte et a fondé sa propre famille en donnant naissance à 2 fils, elle a commencé à jouer un rôle plus actif dans la gestion des affaires familiales. May appelait Benji « papa » et leur relation était harmonieuse. En retour, Benji l'aidait financièrement, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Dans ce tableau de richesse et de succès, tout semblait parfait en surface, mais les apparences peuvent souvent cacher des réalités plus sombres et complexes. Le 10 juillet 2009, Benji, alors âgé de 53 ans, accompagné de sa femme Narcy et de la fille de celle-ci, May, sont arrivés à New York depuis la Floride pour organiser une importante conférence pour la société Amway. L'événement devait accueillir environ 1000 participants provenant de diverses villes. Le couple s'est installé à l'hôtel Hilton, dans le comté de Westchester, précisément dans la chambre 455. Mais, quant à elle, résidait dans une autre chambre du même hôtel, leur assurant une certaine proximité sans partager le même espace. 2 jours plus tard, le 12 juillet, vers 7 heures du matin, Narcy a quitté leur chambre pour prendre son petit déjeuner au café situé au rez-de-chaussée de l'hôtel. Elle est restée au rez-de-chaussée pendant environ 40 minutes, dégustant une collation légère avant de remonter dans la chambre. À son retour, elle a découvert une scène d'horreur. Son mari, Benji, était allongé face contre terre, entouré d'une mare de sang. Ses poignets étaient ligotés et un bâillon avait été inséré dans sa bouche. Pire encore, l'homme avait été atrocement mutilé, ses yeux avaient été arrachés. Sous le choc, Narcy a immédiatement composé le 911 pour alerter les secours. Après cet appel, elle est sortie précipitamment dans le couloir, croisant un autre client de l'hôtel. Dans un état de panique, elle a commencé à crier que son mari avait été assassiné. Lorsque les médecins et la police sont arrivés sur place, ils n'ont pu que constater la mort du millionnaire de 53 ans. Dans un premier temps, les enquêteurs ont supposé qu'il s'agissait d'un vol qui aurait mal tourné, une théorie assez plausible compte tenu de l'opulence dans laquelle vivait Benji. Cependant, après une inspection minutieuse de la chambre, il est apparu que la plupart des objets de valeur étaient encore présents.
Benji avait l'habitude de transporter d'importantes sommes d'argent, souvent reçues lors de ses conférences, mais ses billets n'avaient pas été touchés. La seule chose qui semblait avoir disparu était un bracelet en or orné de diamants portant la gravure de son nom. Les détails ont rapidement révélé des éléments troublants. L'un des employés de l'hôtel a confirmé avoir téléphoné à la chambre de Benji à 6h54 ce matin-là. Benji avait répondu et avait échangé quelques mots concernant la conférence. Cela signifie qu'il était encore vivant lorsque Narcy avait quitté la chambre pour son petit déjeuner. Ce détail crucial a soulevé des questions sur le déroulement exact des événements et surtout sur l'implication possible de personnes plus proches de Benji qu'il n'aurait pu l'imaginer. L'enquête venait de prendre une tournure inattendue. Les caméras de surveillance de l'hôtel ont joué un rôle crucial dans la validation du récit de Narcy. Elles avaient capturé ses déplacements et ont confirmé qu'elle se trouvait effectivement au café, prenant son petit déjeuner, au moment où son mari Benji a été attaqué. Malgré cette preuve en sa faveur, Narcy, alors âgé de 53 ans, a été emmenée au poste de police pour un interrogatoire approfondi. Là, elle a nié toute implication dans le meurtre brutal de son mari et a affirmé qu'elle ignorait complètement ce qui lui était arrivé ou qui aurait pu commettre un tel crime. Au cours de l'interrogatoire, Narcy a rapidement donné des informations qui, selon elle, pourraient éclairer les enquêteurs. Elle a décrit Benji comme un homme strict, parfois dur, dont l'attitude irritait souvent son entourage. Elle a expliqué que la veille au soir, Benji avait travaillé tard, jusqu'au lever du jour, et qu'il ne s'était couché qu'au matin. C'est pour cette raison, a-t-elle dit, qu'elle avait décidé de prendre son petit déjeuner seule ce matin-là. Narcy a raconté qu'à 7h15, elle était descendue au rez-de-chaussée pour se rendre au café. Là, elle a engagé une discussion avec une employée de l'hôtel qui lui a confié que le nombre de participants à la conférence avait dépassé leurs prévisions. Cela les avait obligés à acheter de la vaisselle en plastique bon marché pour respecter le budget, une nouvelle qui n'allait pas plaire à Benji. Après cette conversation, Narcy a tenté d'appeler son mari sur son téléphone portable pour lui faire part de la situation, mais il n'a pas répondu à son appel. Pensant simplement que Ben dormait encore après sa nuit de travail, elle n'a pas immédiatement ressenti d'inquiétude. Ensuite, Narcy a poursuivi ses vérifications en se rendant dans la salle de conférence pour évaluer la situation sur place. Ce n'est qu'en retournant à la chambre qu'elle a commencé à ressentir un malaise, une intuition que quelque chose de grave s'était produit. Pourtant, elle a décidé de prendre une douche avant d'entrer dans la chambre à coucher. Ce n'est qu'après être entrée dans la chambre que Narcy a fait la macabre découverte. Son mari Benji gisait mort sur le sol dans une mare de sang. Sans perdre de temps, elle a appelé le 911. Les secours ainsi que la police sont arrivés rapidement sur les lieux dès 7h57. Ce qui a frappé les enquêteurs dès le début, c'est qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. La porte de la chambre d'hôtel n'avait pas été forcée. L'examen des enregistrements de la carte clé a révélé que la porte avait été ouverte 2 fois ce matin-là. Une première fois à minuit et une seconde fois à 7h40 lorsque Narcy était revenue de son petit déjeuner. Interrogée par la police, Narcy a avoué qu'elle ne se souvenait plus exactement si elle avait bien fermé la porte en sortant ce matin-là ou si elle l'avait laissée entr'ouverte, permettant potentiellement à quelqu'un d'entrer sans utiliser la carte clé. Cela ajoutait une incertitude sur la manière dont l'agresseur aurait pu pénétrer dans la chambre. Au cours de l'interrogatoire, qui a duré près de 12 heures, Narcy a fait une révélation surprenante. Elle et Benji avaient l'habitude de pratiquer des jeux sexuels, qui incluaient souvent des mises en scène où elle attachait son mari. Elle a expliqué que Benji aimait particulièrement ce genre de pratique. Lorsque la police l'a questionné sur la position étrange dans laquelle ils avaient retrouvé son mari, Narcy a répondu sans hésitation. Ce matin-là, elle l'avait attaché dans le cadre de ses jeux intimes, puis était sortie pour prendre son petit déjeuner, pensant que cela augmenterait l'excitation de son mari en attendant son retour. Narcy a également partagé une anecdote choquante sur la violence que Benji lui avait parfois infligée. Elle a révélé que son mari lui avait un jour cassé le nez lors d'une dispute et, après cet incident, l'avait envoyé chez un chirurgien plastique. Lorsqu'elle s'était réveillée après l'opération, elle a découvert que, sans son consentement, des implants en silicone avaient également été insérés dans ses seins, en plus de la réparation de son nez.
Lorsqu'elle a été confrontée à la question cruciale de savoir si elle avait participé d'une quelconque manière à la mort de son mari, Narcy a nié avec fermeté. Elle a même lancé un défi audacieux aux enquêteurs. « Si vous me soupçonnez, apportez une chaise électrique. Je suis prête à m'asseoir dessus maintenant. Je ne veux pas souffrir. Laissez-moi le faire maintenant. » Pourtant, malgré ses paroles assurées, les enquêteurs n'étaient pas convaincus. Ses émotions semblaient artificielles et son attitude n'a fait que renforcer leurs soupçons. Ils sentaient que quelque chose ne collait pas dans cette affaire et que Narcy en savait peut-être plus qu'elle ne voulait bien l'admettre. Le lendemain, le 13 juillet, les événements ont pris une tournure plus sombre pour Narcy. Soumise à un test au détecteur de mensonges, elle a échoué. Mais faute de preuves concrètes, la police n'a pas pu la retenir plus longtemps et elle a été libérée. Cependant, peu de temps après, les résultats de l'autopsie de Benji sont arrivés, révélant une vérité macabre. L'homme avait été attaqué alors qu'il dormait profondément. Le meurtrier l'avait frappé violemment à la tête avec un objet contondant, avant de le ligoter et de le bâillonner. Ce qui choquait le plus, c'était la brutalité des faits. Le criminel lui avait arraché les yeux. Mais ce n'était pas cette mutilation qui avait causé sa mort. Benji s'était en réalité étouffé avec son propre sang, conséquence de ses blessures et du bâillon. Sur la scène du crime, les policiers avaient trouvé un indice intrigant. Une paire de lunettes bon marché, une contrefaçon d'une marque de luxe bien connue. Narcy a affirmé que ces lunettes lui appartenaient, précisant qu'elles étaient cassées et qu'elle les avait données à Benji pour qu'il les répare. Les enquêteurs ont toutefois trouvé étrange qu'une femme aussi riche que Narcy possède des lunettes aussi bon marché, d'autant plus qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Ce détail, bien que mineur, a piqué la curiosité des enquêteurs. L'entourage de Benji a commencé à fournir des informations troublantes. Beaucoup ont raconté que Narcy était extrêmement jalouse et que Benji lui donnait souvent des raisons de l'être. Un incident, en particulier, s'est révélé important. Un jour, Narcy avait surpris son mari en compagnie d'une autre femme. Dans un accès de rage, elle avait fait un scandale, menaçant même de mettre le feu à leur maison. Cependant, après la mort de Benji, Narcy a nié en bloc cet incident, affirmant que rien de tel ne s'était jamais produit. L'enquête a pris une nouvelle direction lorsque les enquêteurs ont examiné les transactions bancaires de Benji. Ils ont découvert qu'il payait depuis 2 ans un appartement en Floride. Cet appartement était occupé par Rebecca Bliss, une femme venue du Liban, qui avait auparavant participé à des films pour adultes. Mais après avoir rencontré Benji en 2007, Rebecca avait cessé ses activités dans l'industrie du porno. Il s'est avéré que Rebecca n'était pas qu'une simple locataire. Elle était la maîtresse de Benji et il prenait en charge toutes ses dépenses. Benji avait réussi à cacher cette relation secrète pendant un long moment, mais la vérité avait fini par éclater quelques mois avant sa mort. Narcy, furieuse d'apprendre l'existence de cette liaison, avait retrouvé Rebecca et lui avait proposé 10 000 $ pour qu'elle quitte son mari et cesse de le voir. Mais Rebecca avait refusé cette somme, préférant rester dans la vie de Benji. Ce refus et la jalousie de Narcy ont ajouté un nouveau volet dramatique à cette enquête, laissant penser que la rivalité amoureuse pourrait bien être un élément central dans la mort brutale de Benji. Personne ne savait avec certitude si Benji avait l'intention de quitter Narcy, mais un fait demeurait certain. En cas de divorce, selon leur contrat de mariage, Narcy n'aurait reçu que 65 000 $, ainsi que des fonds pour déménager. Cependant, en cas de décès de Benji, elle aurait hérité de toute sa fortune qui s'élevait à plusieurs millions de dollars. Ce détail financier a soulevé des soupçons chez les enquêteurs, surtout lorsqu'une autre information choquante a refait surface. Il s'est avéré que 7 ans plus tôt, en 2002, Benji avait déjà été victime d'une attaque. Des intrus s'étaient introduits dans sa maison, l'avaient ligoté et retenu en otage pendant 24 heures sans nourriture ni eau. Pendant cette détention, les malfaiteurs avaient volé des objets de valeur et de l'argent pour un montant total de 400 000 $. Ce qui est encore plus troublant, c'est que Benji avait confié à certains de ses amis qu'il pensait que Narcy était derrière cette attaque, qu'elle avait orchestré l'ensemble de l'opération. Toutefois, Benji n'avait jamais porté plainte auprès de la police. Au lieu de cela, il avait initialement demandé le divorce, mais avait fini par retirer sa demande. Narcy, de son côté, avait réagi en répandant des rumeurs désobligeantes sur les préférences sexuelles de son mari. Finalement, Benji avait choisi de rester avec elle, affirmant à ses proches qu'il l'aimait toujours. Au fil de l'enquête,
un autre élément troublant a émergé. La mère de Benji, Bernice, était décédée tragiquement seulement 3 mois avant lui, le 4 avril 2009, à l'âge de 87 ans. Bernice vivait seule à Fort Lauderdale, en Floride. Ce jour-là, elle était rentrée chez elle, avait garé sa voiture dans l'allée et était immédiatement tombée après avoir trébuché. Elle s'était sérieusement blessée au visage et à la tête. Malgré ses blessures, Bernice était parvenue à rentrer chez elle et à se rendre dans la salle de bain pour tenter de se soigner. Cependant, elle était tombée à plusieurs reprises dans la salle de bain, incapable de se relever. Elle est restée allongée sur le sol pendant 2 jours, sans pouvoir appeler à l'aide. Ce n'est qu'une semaine plus tard que son corps a été découvert. L'autopsie avait révélé des blessures importantes, une mâchoire cassée, des dents brisées et des traumatismes crâniens. Compte tenu de l'âge avancé de Bernice, les enquêteurs avaient conclu à un accident malheureux. Cependant, ceux qui connaissaient Bernice savaient qu'elle était encore très active pour son âge. Elle se débrouillait seule, appelait son fils Benji tous les jours et entretenait de bonnes relations avec May Abad, la fille de Narcy. La mort de Bernice avait profondément bouleversé Benji. Au début, il s'était plongé dans son travail pour éviter d'affronter le chagrin, mais à mesure que le temps passait, il ne pouvait plus ignorer une pensée persistante. La mort de sa mère n'était peut-être pas aussi accidentelle qu'on le croyait. Après la mort de Benji, Narcy est retourné en Floride, où les tensions au sein de sa famille n'ont fait que s'aggraver. Sa fille, May, a commencé à accuser ouvertement sa mère d'être responsable du meurtre de son beau-père. La relation entre les 2 femmes, déjà fragile, a rapidement dégénéré. Un jour, une dispute violente a éclaté entre elles, au point que Narcy a frappé May avec une barre de fer. Les voisins, alertés par les cris, sont intervenus et ont réussi à séparer les 2 femmes, leur ordonnant de se calmer. 10 jours après la mort de Benji, la police a reçu une lettre anonyme écrite en espagnol. La lettre accusait directement Narcy Novak d'être impliqué dans l'assassinat de son mari et mentionnait également une personne clé dans l'affaire, son frère Cristobal Vélix, âgé de 57 ans. Cristobal vivait à Philadelphie, en Pennsylvanie, où il travaillait comme chauffeur de bus. Lorsqu'il a été interrogé, il a nié toute implication dans la mort de Benji. Pourtant, les enquêteurs, intrigués par les transferts d'argent effectués par Cristobal le mois précédant le meurtre, ont découvert qu'il avait envoyé de l'argent à un certain Alejandro Garcia, un homme au passé criminel. Garcia, un individu avec une particularité physique marquante, n'avait qu'un seul œil en bonne santé et portait souvent des lunettes pour cacher ce défaut. Il est rapidement devenu un suspect central. En analysant les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôtel Hilton, la police a découvert des images montrant Garcia se promenant dans l'hôtel avec un autre homme, identifié comme Joel González. Cela a déclenché une enquête plus approfondie durant laquelle les policiers ont commencé à suivre les déplacements et les transactions bancaires de Garcia et Joel. Ils ont découvert que ces 2 hommes avaient vécu en Floride pendant plusieurs mois après la mort de Benji. Les enquêteurs ont alors commencé à privilégier la théorie selon laquelle Narcy avait commandité l'assassinat de son mari. Ils pensaient qu'elle avait pris cette décision par crainte que Benji ne la quitte pour sa maîtresse, Rebecca Bliss, et qu'elle se retrouve sans rien. Le contrat de mariage étant très désavantageux pour elle en cas de divorce, la mort de Benji lui aurait permis d'hériter de l'intégralité de sa fortune. Cependant, la situation financière de Narcy, après la mort de son mari, a également éveillé les soupçons. Immédiatement après le décès de Benji, elle a reçu $100 000 de la société de son mari, basée à New York. Bien qu'elle soit la principale suspecte dans cette affaire et qu'elle ne puisse légalement hériter de Benji tant que l'enquête était en cours, cela ne l'a pas empêchée d'agir. De retour en Floride, elle a commencé à vendre les biens de Benji ainsi que ceux de sa mère, Bernice. Narcy a gardé l'argent de ses ventes pour elle-même, y compris la vente de nombreux objets de valeur et une partie de la précieuse collection de jouets Batman que Benji avait mis des années à accumuler. Cette série d'actions de Narcy, ajoutée aux preuves que la police rassemblait, renforçait l'hypothèse selon laquelle elle était impliquée dans le meurtre de son mari. En août 2009, Narcy est allée encore plus loin. Elle s'est rendue dans une banque avec les clés de 3 coffres-forts appartenant à Benji, dans lesquels étaient conservés des objets de valeur et des documents importants. Pour accéder au coffre, elle a trompé les employés de la banque en affirmant que Benji viendrait plus tard dans la journée pour donner son consentement à l'ouverture.
À ce moment-là, cela faisait déjà 7 semaines que Benji était mort, mais les employés, visiblement non informés du décès, lui ont permis d'accéder au coffre. Narcy a vidé leur contenu et est parti, les bras chargés de plusieurs sacs remplis d'objets dont personne ne connaissait la nature exacte. Pendant ce temps, le corps de Benji a été conservé à la morgue pendant une longue période, alors que les enquêteurs poursuivaient leurs investigations. Ce n'est qu'après 2 mois, en septembre 2009, que Benji a finalement été enterré dans le comté de Queens, à New York, à proximité de la tombe de son père Ben Novak Sr. Cet enterrement tardif marquait la fin d'une enquête préliminaire longue et complexe, mais l'ombre des doutes et des suspicions continuait de planer au-dessus de Narcy, dont les actions suspectes et les manipulations financières renforçaient la thèse de son implication dans la mort de son mari. En novembre 2009, la police a convoqué Alejandro Garcia et Joel González pour un interrogatoire. Bien que les 2 hommes aient d'abord nié leur implication dans le meurtre de Benji, ils ont rapidement cédé sous la pression et avoué la vérité. La théorie des enquêteurs s'est confirmée, dévoilant un complot sordide orchestré par Narcy et son frère Cristobal. Garcia et Joel ont expliqué que Cristobal les avait engagés et emmenés à New York, où ils ont suivi de près Narcy et Benji alors qu'ils dînaient au restaurant de l'hôtel Hilton. Narcy, dans un geste subtil mais significatif, a caressé les cheveux de son mari, indiquant ainsi aux tueurs à gages qui étaient leur cible. Le matin du 12 juillet, alors que Benji dormait paisiblement, Narcy a appelé Garcia et Joel et les a invités à monter dans la chambre d'hôtel. Là, ils ont attaqué Benji avec une matraque, pendant qu'il était encore endormi. Narcy, impassible, a assisté à toute la scène, leur donnant des directives sur ce qu'ils devaient faire. Elle a même exigé que les yeux de son mari soient crevés, un acte de cruauté choquant. Pour ce crime, Cristobal a versé 15 000 $ à Garcia. Des preuves matérielles retrouvées dans la chambre, comme les lunettes bon marché appartenant à Garcia, ont confirmé la présence des 2 hommes sur les lieux du crime. 1 an après le meurtre, en juillet 2010, la police a arrêté Narcy Novak et son frère Cristobal, les accusant d'avoir commandité le meurtre de Benji. En parallèle, le parquet a rouvert l'enquête sur la mort de Bernice Novak, la mère de Benji, décédée en avril 2009. Une nouvelle enquête a révélé qu'elle avait également été assassinée et non victime d'un accident comme initialement conclu. Un voisin avait aperçu 2 hommes vêtus de noir se diriger vers la maison de Bernice et se cacher derrière le garage le jour de sa mort. Lors des négociations de plaidoyer, Garcia a avoué que lui et Joel avaient également attaqué Bernice à la demande de Narcy, la frappant à mort avec une clé à gaz. En avril 2011, Narcy et Cristobal ont été officiellement inculpés pour le meurtre de Bernice Novak. Le principal mobile derrière ces crimes était l'héritage de plusieurs millions de dollars que Narcy convoitait. Lors de leur procès en 2012, les 2 accusés ont nié toute implication dans les meurtres de Benji et Bernice. Cependant, le tribunal a révélé plusieurs détails accablants, notamment l'existence d'un téléphone secret que Narcy avait utilisé le matin du 12 juillet 2009 pour appeler Garcia et Joel à 6h39, les invitant à entrer dans la chambre de Benji. Les 2 hommes sont montés à l'étage requis, là où aucune caméra de surveillance n'était installée, et ont exécuté le meurtre selon les instructions de Narcy. Après l'attaque, Narcy est sorti de la chambre, dissimulant calmement toute implication, et est descendu au café de l'hôtel pour prendre un petit déjeuner, se créant ainsi un alibi. Elle a ensuite rejoint la salle de conférence, parlant aux employés comme si de rien n'était. Lorsque Narcy a été interrogée au tribunal sur qui, selon elle, aurait pu commanditer les meurtres de Benji et Bernice, elle a surpris tout le monde en accusant sa propre fille, May Abad. Cristobal, soutenant les propos de sa sœur, a affirmé que l'idée venait de sa nièce. Une autre révélation choquante a émergé lors du procès. Lorsque Garcia et Joel ont été arrêtés, une photo de May a été retrouvée dans leur poche. Elle était désignée comme leur prochaine victime. Narcy avait non seulement planifié le meurtre de son mari et de sa belle-mère, mais elle avait également envisagé de faire assassiner sa propre fille. Après la découverte que la vie de May Abad était en danger, les autorités ont demandé à May de déménager à New York pour sa propre sécurité. Il s'est avéré que même avant son arrestation, Narcy avait engagé un détective privé pour tenter de trouver des preuves compromettantes contre sa fille.
Ce détective surveillait de près May et ses fils, allant même jusqu'à fouiller leurs poubelles et collecter des effets personnels. En vivant à New York, May a rapidement épuisé ses ressources financières. Un officier de police local lui a alors prêté 5 000 $, une somme qu'elle a rapidement remboursée. Cependant, cet acte de générosité a coûté à l'officier son emploi, car il a été accusé de lui avoir donné de l'argent en échange de faux témoignages lors du procès. Finalement, en 2012, Narcy et Cristobal ont été reconnus coupables de complot en vue de commettre des meurtres, de violences domestiques, de harcèlement, de blanchiment d'argent et de falsification de témoins. Ils ont tous deux été condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'ancienne stripteaseuse Narcy a également été privée de tout droit à l'héritage de son défunt mari. Garcia et Joel Gonzalez ont également été jugés coupables des meurtres de Benji et de Bernice Novak. Ils ont été condamnés à la réclusion à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Au fur et à mesure de l'enquête, d'autres complices dans cette affaire retentissante ont été identifiés. Denis Ramirez, le gendre de Cristobal, a plaidé coupable d'avoir conduit Garcia et Joel à l'hôtel Hilton le jour du meurtre de Benji. Après le crime, Francisco Picado, le demi-frère de Denis, avait transporté les deux hommes en Floride. D'autres complices, tels que Tinoco et Carlos, le frère biologique de Cristobal, ont également été impliqués. Carlos avait même remis la photo de May aux tueurs pour qu'ils l'assassinent à leur tour. Tous ces individus ont reconnu leur implication et ont écopé de peines plus légères. Un élément clé dans cette affaire a été la lettre anonyme écrite en espagnol, envoyée à la police 10 jours après le meurtre de Benji. Elle a joué un rôle crucial dans le déroulement de l'enquête. Il s'est avéré que cette lettre avait été rédigée par la sœur de Narcy et Cristobal, qui vivaient en Floride. Elle a confirmé que Narcy avait commandité les meurtres de Bernice et de Benji et que la prochaine cible devait être May. Quant à l'héritage de Ben Novak Jr., celui-ci avait rédigé un testament dans lequel il léguait toute sa fortune à sa femme, Narcy. Sous son influence, il avait également inclus May dans son testament. Après la condamnation de Narcy, May est devenue l'unique héritière légitime de la fortune de son beau-père, mais cette bataille pour l'héritage ne s'est pas arrêtée là. Comme souvent avec les grandes fortunes, de nombreuses années de litiges ont suivi. L'héritage de Benji était considérable. 2 maisons à Fort Lauderdale, 9 voitures de luxe dont la célèbre Batmobile, un yacht appelé White Lightning, une villa à 2 étages, ainsi que des comptes bancaires bien garnis et des polices d'assurance vie pour Benji et Bernice. Au fil des ans, plusieurs personnes se sont présentées, prétendant être les enfants illégitimes de Ben Novak Sr., dans l'espoir de revendiquer une partie de cette fortune. Le premier fils adoptif de Ben Novak Sr., Ronald, a également cherché à obtenir une part de l'héritage. Ronald, qui avait sombré dans la pauvreté dans les années 2000, souffrait de troubles mentaux. En 2001, après la mort de sa mère adoptive, Bella Novak, Ronald avait hérité d'une importante somme d'argent, mais il avait disparu pendant un certain temps. Il n'a réapparu qu'en 2008, 2 jours seulement avant d'être déclaré mort. Cet héritage avait été placé sous gestion fiduciaire en raison de ses troubles mentaux. Ronald recevait une allocation hebdomadaire de 400 $, ainsi que des frais médicaux payés. Après la mort de Benji, Ronald a tenté de récupérer une partie de l'héritage de son frère Benji, affirmant que May avait été inscrite dans le testament sous la pression de Narcy. Cependant, malgré ses efforts et l'argent dépensé pour engager un avocat, il n'a rien obtenu. Pendant plus d'une décennie, May Abad a lutté pour obtenir l'argent de son beau-père. À un moment, elle a eu besoin d'une somme importante pour financer une opération cardiaque pour l'un de ses fils et elle a reçu 50 000 $ provenant des actifs de Benji. Finalement, May Abad et ses fils sont devenus les héritiers légitimes de la fortune de la famille Novak. Cependant, après des années de litiges judiciaires, le montant total de l'héritage a considérablement diminué, en grande partie à cause des multiples batailles judiciaires et des dépenses liées à la gestion des biens. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.